Standing Committee on Transport Infrastructure. Donc, la rencontre 62, conformément à l'article 81.5 du règlement budget supplémentaire des dépenses 2017-2018, crédit 1A sous la rubrique Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien, crédit 1A sous la rubrique au crédit 1A 5A 20A sous la rubrique Ministère des Transports, crédit 1A sous la rubrique Marine Atlantics et crédit 1A sous la rubrique Via Rail Canada renvoyé au comité le jeudi 11 mai au nom du ministère des Transports. Monsieur André Lapointe, sous-ministre adjoint et dirigeant principal des Finances, Services généraux, de même que Natasha Raskalin, sous-ministre adjointe, programme. Pour l'administration canadienne de la Sûreté du transport aérien, M. Neil Perry, président par intérim et directeur général, ainsi que Mme Andrew, vice-présidente et directeur financier. Au téléphone, Via Rail Canada, Jacques Fauteux, directeur relations gouvernementales et communautaires, et Mme Danielle Boisvert, contrôleur corporatif. Et finalement, au nom de Marine Atlantic, Paul Griffin, président-directeur général. Bienvenue à vous toutes et tous au nom du comité. Je vais commencer par le crédit 1A de l'administration canadienne de la Sûreté du transport aérien. Monsieur Lapointe, vous avez 5 minutes. Je vais donner la parole à ma collègue. Merci beaucoup. Merci au comité de nous avoir invités à comparaître devant vous. Nous sommes très heureux de pouvoir prendre la parole sur le budget supplémentaire des dépenses 2017-2018. Le transport sécuritaire est essentiel plus que jamais à une économie saine et concurrentielle. Les réseaux de transport efficaces et sécuritaires et la responsabilité à l'égard de l'environnement sont des priorités importantes pour Transport Canada. Une bonne économie et un environnement propre vont main dans la main. Le transport maritime est fondamental au bien-être économique du Canada. Nos ports et nos corridors marins sont de plus en plus actifs. Ils exportent des produits canadiens à l'étranger et reçoivent des produits de travers le monde. En 2017-2018, le budget supplémentaire des dépenses inclut 50,9 millions pour aider Transport Canada à mettre de l'avant son plan de protection maritime. Cela appartient à un plan d'1,5 milliard de dollars composé de quelques 50 initiatives que Transport Canada va mettre en place avec la garde côtière, Océan Pêche Canada, Environnement et changement climatique et ressources naturelles. Protection des océans sont progressives et proactives et elles s'imposent de toute urgence. Le plan de protection des océans représente l'investissement le plus important jamais réalisé pour protéger les océans et les littoraux du Canada contre les effets potentiels du transport maritime. Ce plan national veillera à la santé de nos océans pour des générations à venir. Le plan de protection des océans a été élaboré à partir de 4 éléments fondamentaux. D'abord, construire un système de sécurité maritime de calibre mondial. Deuxièmement, préserver et restaurer le milieu maritime du Canada. Troisièmement, renforcer les partenariats avec les Autochtones. Et quatrièmement, investir dans la science pour des décisions fondées sur des données probantes. En plus d'améliorer la sécurité maritime et de protéger les écosystèmes marins, le plan de protection des océans définit le cadre destiné à respecter les engagements pris par le gouvernement du Canada afin d'améliorer les systèmes et de travailler avec les provinces, territoires et les Autochtones et autres intervenants en vue de mieux gérer conjointement les 3 océans du Canada.
Le fonds provenant du budget supplémentaire que nous cherchons à obtenir aujourd'hui auprès du comité aideront à faire progresser les initiatives suivantes. Répondre aux problèmes communautaires liés au trafic maritime, élaborer des programmes de formation visant à accroître la participation des membres des communautés autochtones et des femmes au sein d'emplois en sécurité maritime, augmenter les inspections dans les collectivités du Nord, élaborer une stratégie globale pour les navires préoccupants et entreprendre la création d'un programme pilote de surveillance afin de mieux comprendre les effets cumulatifs du transport sur les écosystèmes côtiers. Programme de réconciliation du gouvernement du Canada en collaborant activement et en octroyant du financement aux communautés autochtones et locales. L'objectif est d'encourager la participation efficace de ces communautés et d'accroître leur capacité à se mobiliser et à communiquer leurs connaissances et leur expertise lors de l'élaboration et l'amélioration du système de transport maritime du Canada. Les initiatives menées dans le cadre du plan de protection des océans démontrent que Transport Canada travaille à maintenir un système de transport sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement. L'ambitieux plan de protection des océans facilitera l'avancement d'autres priorités fédérales telles que le renforcement des processus de prise de décision fondés sur des données probantes, la protection de l'environnement et le renforcement de la croissance économique au profit de la classe moyenne. Ceci met fin à mes observations, Madame la Présidente. Mes collègues et moi sommes prêts à répondre aux questions des membres du comité. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Perry. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes aussi heureux de répondre aux questions portant sur ces budgets supplémentaires. Ceci permettra à AXTA à contrôler les voyageurs et les bagages dans les aéroports du pays. Le mandat de l'AXTA a 4 mandats, le contrôle pré-embarquement, le contrôle des passagers et de leurs bagages avant d'entrer dans une zone contrôlée, ensuite le contrôle des bagages embarqués. Notre mandat inclut aussi le contrôle des non-passagers, c'est-à-dire les travailleurs des aéroports qui ont accès aux zones contrôlées dans les aéroports à plus grand risque au Canada. Nous sommes aussi responsables du programme de carte d'identité des zones contrôlées. On se sert d'identifiants de l'iris ou des empreintes digitales pour avoir accès à ces zones contrôlées. Soutenues par nos sous-traitants, nous allons contrôler 63 millions de passagers et leurs bagages en 2017-2018. M'accompagne ma collègue Andréo, qui est le directeur général de l'AXTA. Nous avons Via Rail en téléconférence. Est-ce qu'ils sont branchés? Madame la Présidente, Jacques Fauteux, directeur des relations gouvernementales pour Via Rail. Via Rail n'a pas dénoncé, mais quant au crédit A, cela permettra un financement stable de nos services et des régimes de pension de façon encore plus fiscalement responsable. Merci beaucoup, Monsieur Griffin, pour Marine Atlantique. Merci, Madame la Présidente. Merci de cette invitation. Heureux de comparaître devant vous. Je rappelle au comité que Marine Atlantique est responsable au nom du gouvernement des services mandatés de transport entre l'île du Prince, entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. C'est un service l'année durant entre Port-au-Basque et Sydney, ainsi qu'un service saisonnier entre Nord-Sydney.
notre mission d'offrir un service sécuritaire responsable du point de vue de l'environnement. Nous avons 4 vaisseaux importants. Nous sommes propriétaires de 3 de ces vaisseaux et nous en louons un 4e chaque année. Nous transportons 300 000 personnes, quelques 100 000 voitures et camions commerciaux et quelques 400 000 voitures de particuliers. Quant aux indicateurs de service, ils sont très positifs. Nous sommes à temps 90 %, nous sommes fiables à quelques 99 % et l'indice de satisfaction de la clientèle est autour des 75 %. En le budget 2017, le gouvernement annonce un financement de 445 millions de dollars pour soutenir l'exploitation de marine atlantique pour 2017-2018. Ce financement, on se servira de 90 millions pour l'exploitation et 45 millions pour les immobilisations. Et cette somme, pendant 3 ans, y compris 2017-2018, nous permettra de se conformer à notre mandat constitutionnel et nous permettra d'offrir un niveau de service auquel la clientèle s'attend. Merci beaucoup. Inaudible. Merci beaucoup. Vos énoncés ont été fort brefs, ce qui nous permettra donc de poser plus de questions. Madame Bloch, vous avez 6 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais accueillir tous les intervenants au comité. Je sais que nous sommes saisis de toutes sortes de questions liées à ces budgets de dépenses. J'ai tout plein de questions à vous poser, mais je vais accorder mon temps à mon collègue Monsieur Reyes. Merci aux témoins de votre présence, mais j'ai un dossier, moi, qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai besoin de travailler. Je sais que vous avez pris beaucoup de votre temps, mais j'ai besoin de revenir sur une situation que nous avons vécue la dernière semaine que nous étions ici, Madame la Présidente, sur un dossier tout aussi important que celui qu'on parle, qui est le dossier de la Banque d'infrastructure, qui représente 35 milliards d'argent des contribuables, sur lequel nous avons passé seulement 1h30 ici. Et malheureusement, je reviens là-dessus, Mme la Présidente, parce que lorsque j'en ai parlé, vous n'étiez pas présente avec nous. Et je pense que vous étiez directement lié à ce mécontentement que j'avais dans ce dossier. Je me permettrai en même temps de faire un récapitulatif de la situation. On a reçu de la part du Comité des finances, vous avez reçu en notre nom le jeudi 4 mai, une lettre vous demandant de voir, et je le lis, le Comité permanent des finances étudie présentement l'objet du projet de loi C-44, celui sur la Banque d'infrastructure, loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d'autres mesures. Vous trouverez ci-joint une série de motions adoptées par le Comité permanent des finances le mercredi 3 mai. Bon, je vais passer vite cette partie-là. Les motions qui ont été adoptées invitent également votre comité, si le juge approprié, à nous proposer des recommandations. Donc, Madame la Présidente, je parle en ce moment, là, juste pour être certain, de la motion que j'ai déposée et dont mes confrères en face ont arrêté le débat là-dessus. Et je veux la réactiver, comme ça a été expliqué par la greffière. La deuxième partie était éligible et c'est de ça que je veux parler. Je ne sais pas si les gens ont besoin d'avoir une copie encore ou si c'est correct, Madame la greffière? C'est correct. C'est correct. Donc, je suis là-dessus en ce moment et c'est là-dessus que je veux revenir parce que je voudrais qu'on redébatte de cette motion-là et qu'on ait l'opportunité de parler de cet enjeu-là si important qu'est la Banque d'infrastructure. Donc, vous avez été interpellé par le président du Comité des finances qui vous a demandé, qui nous propose, si le juge approprié, nous proposer des recommandations et des amendements. La conseillère parlementaire Nathalie Caron et le greffier législatif Justin Veine sont à la disposition de notre comité pour le conseiller respectivement sur la rédaction des amendements et leur recevabilité. Donc, je pense que le message était assez clair de la part du Comité des finances. Et par conséquent, je vous invite à me faire parvenir les recommandations de votre comité et les amendements qu'il voudrait proposer par lettre dans les 2 langues officielles d'ici 17 heures le vendredi 19 mai, qui était le vendredi avant qu'on quitte en semaine, chacun respectivement dans nos circonscriptions. Je vais passer outre cette partie-là. Et à ma grande surprise, lorsque je suis arrivé ici, j'ai su que vous aviez écrit une lettre au président du comité en notre nom. Vraiment, là, je vous dirais, moi, personnellement, ça m'a insulté parce que j'ai jamais senti avoir été consulté sur ce sujet-là.
Alors, si vous me permettez, je vais vous lire la lettre que vous avez envoyée. Can I interrupt for 1 second? I just want to make sure we're following everything appropriate. Je vous interromps. Je veux être certain que nous suivons les règles de procédure. If you want to resume the Si vous voulez reprendre le débat, il nous faut mettre cela aux voix et ça ne peut pas faire l'objet d'un débat ou d'un amendement. Donc, il faudrait que je propose qu'on s'attaque à un autre ordre du jour plutôt que ce dont nous sommes saisis. Madame la Présidente, il a refait sa motion puisque cela a été ajourné et je pense qu'il faut à nouveau se mettre d'accord. En effet, pour reprendre le débat. On reprend le débat uniquement. It's not debatable. cela ne peut pas faire l'objet de débats ou d'amendements qu'on passe à un autre point de l'ordre du jour que ce dont nous sommes saisis. Donc, si vous voulez reprendre le débat de la dernière rencontre que nous avons vue, il nous faut mettre cela aux voix. C'est l'information que la greffière me transmet. Si vous voulez donc que nous revenions à l'ordre du jour dont nous étions précédemment saisis, c'est-à-dire une motion que le comité passe à un autre ordre du jour, cela ne peut pas faire l'objet de débat ou d'amendement. Est-ce que c'est ce que vous proposez de faire, Monsieur Reyes? Vous voulez qu'on reprenne le débat? Les technicalités, je ne sais pas si la greffière peut me répondre. Moi, mon seul objectif, c'est que j'ai une motion que j'ai déposée. Le gouvernement en face, les représentants du gouvernement en face ont arrêté cette discussion-là sans que j'en sois en accord. Ils ont pris tous les moyens nécessaires pour y arriver. C'est un sujet qui est extrêmement important. On a parlé en notre nom et je veux savoir quels sont mes recours pour pouvoir continuer ma procédure pour faire adopter ma motion. Donc, on l'a arrêté. Je considère que qu'on m'a enlevé ce privilège-là. Et je crois, d'après les informations que j'ai le pouvoir de continuer sur cet enjeu-là pour pouvoir passer ma motion. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire exactement, là, parce qu'on a l'air d'avoir un flou par rapport au fonctionnement, mais je demande à la greffière de nous préciser si je peux continuer au niveau de ma motion. Que ce soit dans un débat ou autre, j'en ai aucune idée, là. But the motion became a motion. La motion est devenue une motion du comité et on n'a pas soutenu que vous poursuiviez. Si vous voulez nous saisir maintenant d'une autre motion, à savoir que nous revenions pour reprendre ce débat, il nous faudra mettre cette motion aux voix. On n'a jamais voté sur ma motion. J'ai jamais pu avoir un vote sur ma motion. J'aimerais savoir pourquoi je peux déposer une motion et que j'ai pas accès à un vote sur ma motion. Donc, tout ce que je veux, c'est expliquer ma motion, je vais expliquer les raisons qui justifient ça, et c'est tout. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui m'empêcherait qu'on puisse débattre de cette motion-là pour pouvoir le prendre. Je ne sais pas si vous savez, là, mais en ce moment, là, on a une situation où on a parlé au nom du comité, un comité qui est indépendant. Je dépose une motion parce que je veux continuer sur l'enjeu là-dessus. Et je ne crois pas qu'on peut avoir un point d'ordre là-dessus là, en ce moment. Donc, j'aimerais ça qu'on débatte de mon sujet. Hold on, Mr. Reyes. Point of order, Madam Chair. Okay. Rappel au règlement, Madame la Présidente. D'après nos règlements, c'est une motion dilatoire. Il a le droit de nous saisir de cette motion. Ce n'est pas débattable, mais il est en train d'en débattre. La recommandation est donc de mettre cela aux voix et on verra après. C'est donc à nouveau une motion dilatoire. Bien, d'après le règlement, on ne peut pas en débattre ou amender cette motion. Donc, tous ceux en faveur de la motion de M. Reyes, veuillez l'indiquer en levant la main. Avis contraire s'il y en a. C'est donc rejeté. Nous allons donc reprendre l'ordre du jour. Il s'agit des budgets de dépenses supplémentaires. C'est la question dont nous sommes saisis. Sœur Mme Kelly-Block. Well, Eh bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis relativement inquiète quand les
députés du gouvernement mettent fin à un débat. J'ai toujours compris que l'on pouvait représenter cette motion à un autre moment, mais je respecte le conseil de la greffière et la décision de la présidente. Et j'aimerais m'excuser auprès de nos témoins. Ce que nous faisons, c'est qu'on veut s'assurer que l'on entende la voix de l'opposition quand nous sommes saisis de questions importantes, quand nous entendons des témoins qui témoignent, qui permettent à tous les députés d'être mis au courant des faits, de prendre des décisions éclairées. Je sais que nous sommes ici pour discuter du crédit supplémentaire ou du budget supplémentaire des dépenses A. Mais je n'ai pas donc le choix, Madame la Présidente, de faire une motion que vous avez reçue au mois de février, à savoir que nous invitions le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques pour discuter des impacts positifs et négatifs de la nouvelle politique sur la tarification du carbone. Et j'aimerais vous expliquer mon motif. J'ai reçu plusieurs questions d'observation de presque tous les participants des secteurs du transport que j'ai rencontrés au sujet de la politique annoncée par le premier ministre. J'ai posé plusieurs questions dans tous les forums possibles, à savoir si le gouvernement avait considéré l'impact de cette taxe sur le transport, l'agriculture, la fabrication, la potasse, le pétrole, et la liste est encore longue, avant que l'annonce ne soit faite. Et on a ignoré, le gouvernement a ignoré toutes nos questions jusqu'à ce jour. Alors, on a ignoré toutes nos questions jusqu'à ce jour. Le gouvernement les a ignorées. Donc, c'est assez évident pour nous, de ce côté-ci de la table. Il est évident qu'ils ne connaissent pas l'impact. Quel sera l'impact de cette taxe? Le ministre de l'Environnement a même reconnu que le gouvernement n'avait pas fait d'études sur l'impact de cette nouvelle taxe sur la compétitivité du Canada par rapport aux États-Unis et des autres pays exportateurs avant d'instaurer cette taxe. Donc, le ministre de l'Environnement a dit, nous avons conclu avec le ministre des Finances de faire un examen de la compétitivité et de la tarification du carbone, car je crois que cela est très important pour l'avenir fin de la station. Nous n'avons toujours pas d'informations quant à la façon dont cette taxe sur le carbone aura une incidence sur les transports maritimes et encore plus pour les consommateurs canadiens, comment les vols interprovinciaux seront affectés, alors que les provinces ne pourront pas imposer des taxes. Selon le Sénat du Canada et le Comité des ressources naturelles, les Canadiens doivent réduire les émissions de 280 millions de tonnes pour pouvoir respecter les objectifs de l'accord de Paris, ce qui est plus que tout ce qui est produit par les véhicules au Canada. Donc, c'est un objectif très important et le gouvernement fédéral doit tirer des leçons des erreurs commises ici et ailleurs. Le gouvernement provincial de l'Ontario, sous le gouvernement Wynne, a fait en sorte qu'il y avait des augmentations très importantes de l'électricité au Canada, en Ontario. Le ministre de l'Environnement doit venir devant notre comité pour assurer les membres du comité du secteur des transports à l'effet que les résultats de cette taxe ne sera pas le même pour le secteur des transports comme l'a été la taxe imposée par l'Ontario sur tous les secteurs de l'économie. Le secteur des transports est très sensible au prix. Les secteurs ferroviaires canadiens est en compétition, en concurrence avec les États-Unis. Il y a des millions de passagers dans les aéroports canadiens également. Les petites localités locales dépendent des transports. Et même un petit changement du coût de transport au pays aura des conséquences énormes pour toute l'économie. Je ne crois pas
qu'augmenter la taxe pour les Canadiens permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça ne va que compliquer la situation. Je ne veux pas mentionner que le secteur des transports sera l'un des secteurs les plus touchés par cette nouvelle taxe. Donc, je pense que la visite du ministre de l'Environnement est essentielle. La ministre dit que cela sera neutre, cette mesure sera neutre sur le plan du revenu, alors qu'on a des preuves du contraire. Il est difficile de croire qu'une politique qui pourrait accroître les comptes recevables de plus de 40 milliards de dollars chaque année puisse être neutre sur le plan du revenu. Cela deviendra la deuxième plus grande source de revenus du fédéral, devant la taxe de vente et les douanes, les frais de douane et j'en passe. Je pense également que cette motion est opportune car récemment, Environnement Canada a publié un document, et je vais citer ce document. Il y aura un supplément pour les systèmes qui ne répondent pas, qui ne respectent pas les normes, et on a constaté que cela pourrait augmenter la sévérité de la tarification du carbone. Donc, il faudrait avoir plus de détails. J'espère que les députés inviteront le ministre de l'Environnement et du Changement climatique à venir nous parler pour nous dire comment cette grande initiative, cette initiative majeure aura un impact sur le secteur des transports. En conclusion, je veux vous remercier, Madame la Présidente, de l'occasion qui m'est donnée de déposer cette motion. Merci, Madame Bloch, malgré le fait que la salle soit pleine pour parler du budget supplémentaire des dépenses. Vous avez tout à fait le droit de nous donner préavis cette motion. Je dois maintenant inviter les gens à débattre de cette motion. Monsieur Berthold. Effectivement, je suis moi aussi intéressé à discuter de la motion de ma collègue, Mme Bloch. La motion qui se lit comme suit, que le comité invite la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques à discuter des répercussions positives et négatives de la nouvelle stratégie fédérale de tarification du carbone dans le secteur des transports. Je joins ma voix à ma collègue également pour remercier les gens qui sont ici pour discuter des budgets supplémentaires A. Je comprends qu'on a une situation un peu particulière présentement devant nous. Et le fait que l'on doive parler de la motion de ma collègue, Mme Bloch, au lieu d'avoir des questions très intéressantes à poser à nos témoins, j'avais plusieurs bonnes questions, découle, Madame la Présidente, comme vous le savez, d'une situation qui s'est passée récemment et qui, je pourrais dire, nous amène aujourd'hui à tenter de comprendre comment se déroule le fonctionnement de ce comité. Particulièrement, j'ai été très surpris de la réaction du comité par rapport à la décision pour reprendre un débat sur une motion, alors que normalement, on avait comme la motion de mon collègue avait déjà eu un préavis de 48 heures, on aurait dû tout simplement pouvoir continuer un débat ajourné sans autre préavis, sans autre décision. Donc, je suis persuadé qu'on aura à demander des précisions davantage sur cette question-là. Quant aux répercussions de la nouvelle stratégie fédérale de tarification du carbone dans le secteur des transports, j'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines, des derniers mois. Vous savez que du côté du Parti conservateur, on était en course au leadership et j'ai, en fin de semaine, connu mon nouveau chef d'opposition, qui est une personne respectable, qui vient de l'Ouest, qui vient de la Saskatchewan. M. Andrew Scheer a été élu d'une manière vraiment éclatante cette fin de semaine. Et ce qui m'a surtout réjoui, c'est la manière dont tous les membres du Parti conservateur ont su se rallier derrière lui.
Et quand on fait une campagne au leadership comme celle-là, ben on se déplace dans toutes les provinces, on parle avec les gens, on parle avec les différentes compagnies, on parle avec les entreprises, on parle avec les citoyens. Et une des choses qui est revenue le plus souvent dans la campagne au leadership, qui a fait en sorte que maintenant nous avons un chef d'opposition qui va nous mener à l'élection de 2019, ben c'est les effets, les impacts de la taxe sur le carbone dans le secteur des transports. J'ai eu beaucoup de citoyens qui m'ont posé des questions sur qu'est-ce que ça allait changer dans leur quotidien, cette tarification-là sur le carbone? Comment ça allait leur coûter au niveau familial, au niveau des entreprises? Est-ce que ça allait affecter leur emploi? Juste un exemple, on prend une famille moyenne là, qui réside en Saskatchewan, exemple. Comme ça, je prends la Saskatchewan complètement par hasard, non pas pour flatter ma collègue, mais uniquement comme un exemple. Une famille qui normale, donc qui doit se rendre à l'épicerie pour acheter sa nourriture, qui doit se chauffer, qui achète des véhicules, qui se promène pour aller travailler. Donc, les effets d'une tarification sur le carbone, ça commence à la base même. Premièrement, sur les achats de nourriture, pour se rendre acheter, il y a une taxe qui va être dorénavant imposée sur le carburant. Sur le transport de toute la nourriture que cette petite famille-là va acheter, il y aura une taxe qui viendra augmenter les frais de ces achats qui sont essentiels. Là, tout le monde va convenir que l'achat de nourriture pour une famille, c'est des achats qui sont absolument essentiels. Donc, il y a un impact direct sur les frais de chauffage, Madame la Présidente, sur les frais de chauffage des résidences de la Saskatchewan. Il y aura un impact. Ces familles-là devront débourser davantage à la fin du mois, devront prendre une partie encore plus importante de leur chèque de paye, non pas pour se nourrir ou pour améliorer leur qualité de vie, mais pour payer une taxe sur le carbone, sur quelque chose qui est absolument essentiel. Et là-dessus, permettez-moi de souligner l'excellente suggestion du chef de l'opposition officielle qui a suggéré de détaxer tous les services de chauffage de résidence. Parce que vous savez, au Canada, chauffer sa résidence, c'est pas vraiment un choix. Hein? C'est assez un service essentiel. Quand on demeure dans le nord du 45e parallèle, l'hiver est assez dur et je pense qu'on ne peut pas se passer du chauffage. Mais pourtant, la taxe sur le carbone va avoir un effet direct sur le compte, sur ce qui va rester dans les poches des citoyens et citoyennes de cette petite famille de la Saskatchewan à la fin de l'année. Et c'est pas tout, Madame la Présidente. C'est pas tout parce que quand on parle de nourriture, on parle d'achat de vêtements. Bref, vous pouvez prendre l'exemple que j'ai donné sur l'ensemble des achats de cette petite famille de la Saskatchewan et il y aura un impact qui va se traduire en bout de piste par définitivement plus de taxes à payer au gouvernement pour justement compenser cette augmentation, cette nouvelle stratégie fédérale de tarification du carbone dans le secteur des transports. Le transport, Madame la Présidente, on l'a vu depuis que je suis ici. On l'a vu depuis qu'on travaille en comité. Je pense que les gens qui sont ici avec nous en sont témoins. Le transport, c'est à la base même de la société canadienne. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'organisation sur le territoire. Et le Canada est un bien grand pays. Donc, si on n'est pas en mesure de transporter nos biens, de transporter nos personnes, bien, on va avoir vraiment un grand problème. Donc, on a organisé notre société sur les transports. Le Canada, l'Ouest a été bâti par l'expansion du réseau de chemin de fer. C'est notre quotidien. On a tous une, deux ou trois automobiles, parfois, surtout quand on est en région, quand on vit en région rurale, Madame la Présidente, où on n'a pas accès à du transport en commun, bien, c'est essentiel d'avoir des automobiles. Moi, je suis un peu déprimé de ça, Madame la Présidente, d'ailleurs, parce que mes enfants, dès qu'ils ont l'âge d'avoir un permis de conduire, comme il n'y a pas de service de transport en commun à Thetford Mines, la première chose qu'ils nous demandent, c'est d'avoir accès à un véhicule. Un véhicule pour aller au cégep, un véhicule pour sortir le soir, les fins de semaine, un véhicule pour aller avec les amis. Donc, mon plus vieux qui a 20 ans a son véhicule, ma
plus jeune qui a 14 ans rêve d'avoir son véhicule et je viens tout juste d'acheter un véhicule à ma fille qui vient d'avoir son permis de conduire qui a 16 ans. Madame la Présidente, les transports, c'est essentiel pour la vie des familles, c'est essentiel pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et malheureusement, cette nouvelle stratégie fédérale de tarification du carbone dans le secteur des transports va avoir un impact direct sur le budget familial, sur le budget de mes enfants aussi. Parce qu'ils vont en avoir un petit peu moins. Ils vont peut-être avoir, oui, le moyen de transport pour se transporter, mais s'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour mettre de l'essence dedans, bien, ça va avoir un effet double. Non seulement ils ne pourront pas avoir de l'argent pour payer des taxes sur le carbone de l'essence qu'ils vont utiliser, parce qu'ils n'auront pas assez d'argent, tout simplement, pour mettre de l'essence dans leur véhicule, Madame la Présidente. Donc, je pense que c'est des impacts qui sont réels, qui sont très vrais et qui, encore une fois, rejoignent chacun les Canadiens et Canadiennes au cœur même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire dans les familles. Et j'ai pas encore eu l'occasion puis l'opportunité puis le moment d'aborder les conséquences de la taxe sur le carbone sur les petites et moyennes entreprises des régions rurales comme la mienne. Si on prend, Madame la Présidente, une petite PME, toute petite, qui fait, exemple, chez moi, j'ai une entreprise qui a fourni tous les... c'est pas une petite PME si petite que ça, elle est quand même assez grande. C'est une entreprise qui a fait toutes les bases pour les Bixi, les stations vélo libre-service qu'on voit un peu partout, à Montréal, à Toronto. C'est une entreprise qui fabrique les bases où les bicycles, les fameux vélos sont amarrés. Et c'est été fait à Thetford Mines. Il y a une autre partie qui a été faite dans le coin de Trois-Rivières. Il y a une autre partie qui a été faite un peu partout. Donc, les fameux Bixi de Montréal puis des grands centres qui sont utilisés un peu partout proviennent des régions de partout au Canada. Madame la Présidente, vous comprendrez que cette entreprise-là fait beaucoup plus de pieds pour les vélos Bixi qu'on en a besoin dans notre seule ville de Thetford Mines. Donc, ces pieds, ces supports à vélo Bixi ont été construits, faits à Thetford Mines à partir probablement d'aluminium qui vient aussi du Canada, soit du secteur de Bécomo, soit du secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un aluminium qui a été transporté pour se rendre jusqu'à Thetford Mines, probablement par camion, parce que malheureusement, on n'a pas de service ferroviaire à Thetford Mines. Donc, ces produits, ces matières premières qui ont été amenées à Thetford Mines pour se transformer en support à Bixi pour aider les gens à avoir un mode de vie plus sain dans les grands centres, bien, ça a été aussi victime d'une taxation additionnelle sur la taxe sur le carbone. Ces endroits-là, ces pieds-là doivent être maintenant transportés à Montréal. Donc, quand on s'attaque à quelque chose comme le transport, quand on décide de taxer le transport, bien, ça a des répercussions qui sont négatives. La motion de ma collègue dit bien qu'on invite la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques à discuter des répercussions positives et négatives de la nouvelle stratégie fédérale de tarification du carbone dans le secteur des transports. Ce que j'aimerais beaucoup voir, entendre la ministre, c'est quels sont les coûts? Quels sont les coûts qui ont été analysés? Qu'est-ce que ça va coûter aux familles? Qu'est-ce que ça va coûter à tous les jeunes qui viennent, qui sont justement, qui vont devoir faire face à cette nouvelle tarification-là sur le carbone? Quels sont les impacts pour les petites et moyennes entreprises? Quels sont les impacts pour les plus grandes entreprises? Quels sont les impacts de la tarification sur le carbone pour l'ensemble de la société? Malheureusement, Madame la Présidente, on a demandé ces chiffres-là. Mon collègue Pierre Poilièvre, qui a fait des demandes d'accès à l'information, a reçu des documents, malheureusement des documents qui étaient complètement caviardés, des documents où on ne voyait vraiment pas rien. Le gouvernement a peur. Je pense
que l'on prenne connaissance des véritables chiffres de ce que ça va coûter aux familles canadiennes, la taxe, la stratégie fédérale de tarification du carbone. Et je ne comprends pas pourquoi. Quand on a une idée, quand on veut avancer avec un principe, un projet, quand on croit vraiment à ce qu'on fait, puis quand on croit vraiment à ce qu'on a l'intention de faire, bien, on n'a pas besoin de caviarder les documents. On y va à visière ouverte, visière levée, on y va d'une manière transparente et on donne les chiffres aux gens. Et par la suite, selon les chiffres qui sont devant nous, la population pourra décider si oui ou non la taxe sur le carbone est une bonne chose. Dans la dernière campagne au leadership dont j'ai parlé tantôt, un de nos candidats était favorable à une taxe sur le carbone. Et il avait des arguments qui étaient, ma foi, intéressants à entendre. Cependant, tout débat pour se faire doit être précédé des bonnes informations. Je pense que c'est l'essentiel. Est-ce que la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques a eu accès à ces informations? Est-ce que la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques a vu, elle, quels sont les chiffres qui ont été préparés par le ministère des Finances sur le coût pour les familles canadiennes, les véritables coûts de la stratégie fédérale de tarification du carbone? C'est la question qu'on se pose. Puis je pense avec raison, parce que ces documents qui ont été caviardés, est-ce qu'ils ont été remis caviardés comme ça aux membres du Conseil et au cabinet? Est-ce qu'ils ont été remis caviardés aux autres députés du côté gouvernemental? Est-ce que les députés membres du Comité des transports ici ont eu accès à ces chiffres? Est-ce qu'avant d'appuyer une décision comme celle-là, avant d'appuyer une décision qui émane du cabinet, qui émane de la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, la ministre a présenté tous les faits aux députés qui forment le gouvernement? Je pense que ça, c'est une bonne question, Madame la Présidente. C'est une bonne question parce que quand, malheureusement, on prend des décisions qui sont basées sur une partialité de faits, quand on prend des décisions sur quelque chose qu'on n'a pas toutes les données, bien, parfois, on peut être induit en erreur. C'est comme une campagne électorale, ça, Madame la Présidente. Si je fais le lien un peu, c'est comme une campagne électorale où on va promettre de se faire élire sur de petits déficits qu'on va réaliser seulement pour 3 ans. Puis après ça, on revient à l'équilibre budgétaire à la 4e année. 4e année qui est l'élection. On dit aux gens, inquiétez-vous pas, Madame la Présidente. On va avoir... Est-ce que c'est un rappel au règlement? De discuter des campagnes électorales et tout. Je crois que mon collègue doit rester pertinent relativement à la motion devant nous qui traite de la taxe du carbone dans les transports. Donc, je demande respectueusement que les députés parlent du sujet de la motion et pas de d'autres choses. Qu'est-ce qui a été dit pendant la campagne et qu'est-ce qu'on doit faire pendant la campagne et tout ça, je pense que c'est pas relevant. Donc, je continue, Madame la Présidente. En campagne électorale, le Parti libéral avait promis de faire des petits déficits. Et on se ramasse, on a eu la semaine dernière des chiffres, 21 milliards de déficit, Madame la Présidente. Sorry, Mr. Berthold. Madame Chair, Mr. Iacono. encore de nouveau. On ne parle pas de déficit, ça parle de la taxe sur le carbone. Alors, qui reste sur le sujet. Thank Merci beaucoup. Monsieur Berthold a la parole. C'est son privilège de prendre la parole. S'il veut continuer de prendre la parole, il a le droit de le faire, puisqu'il s'adresse à la motion. Encore une fois, en campagne électorale, on a promis des petits déficits de 10 milliards de dollars, Madame la Présidente. Et on a appris récemment que le déficit pour l'année en cours serait de plus de 20 milliards de dollars. Et pour satisfaire mon collègue qui se pose la question, pourquoi est-ce que je parle des déficits? C'est parce qu'il y a quelque chose qui provoque ces déficits-là. Qu'est-ce qui provoque ces déficits-là? C'est des dépenses d'une manière tout simplement déraisonnable de la part du gouvernement. Et comment on va payer ces dépenses déraisonnables, Madame la Présidente? En imposant aux Canadiens et Canadiennes une tarification sur le carbone.
Donc, il y a un lien direct entre les promesses faites par les libéraux de faire des petits déficits, la réalité qui est aujourd'hui qu'on a un déficit de plus de 21 milliards de dollars et la soif des libéraux d'aller chercher le plus d'argent possible partout où il peut en avoir pour être capable de payer ces immenses déficits-là. La taxe sur le carbone va servir à payer les intérêts sur la carte de crédit des libéraux. Une carte de crédit, malheureusement, Madame la Présidente, qui semble pas avoir de limite. C'est comme une famille, si un jeune arrive, c'est que c'est un jeune gouvernement, 18 mois seulement, on a accès au crédit et tout d'un coup, on se dit « Wow, on a une carte de crédit sans limite et on n'a pas obligé de rembourser avant 30, 40, 50 ans. Au diable les dépenses, on part, on dépense, puis on verra plus tard et ce sera les autres qui auront à gérer ça, ce seront les enfants de nos enfants qui auront à gérer ça. » Cependant, il y en a quelques-uns qui ont allumé et ont dit « Oui, c'est beau d'emprunter, mais il faut au moins rembourser les intérêts sur la carte de crédit. » Et Madame la Présidente, la taxe sur le carbone, supposément une taxe pour aider l'environnement, n'est en fait qu'une façon qui a été trouvée par les libéraux pour aller chercher encore plus d'argent dans les poches des contribuables, dans les poches des familles, dans les poches des PME, dans les poches des grandes entreprises, pour faire en sorte qu'on puisse payer ces grands déficits-là. Donc, Madame la Présidente, la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, quand elle sera ici devant le comité, pourra répondre à ces questions-là. Est-ce qu'elle a agi pour améliorer l'environnement? Est-ce qu'elle a agi pour faire en sorte qu'on travaille contre le réchauffement climatique? Ou elle a agi tout simplement sur une commande du ministre des Finances qui est incapable de trouver des sous ailleurs que dans les poches des contribuables? Et comment trouver des sous et faire payer les gens en leur donnant l'impression que c'est une bonne chose? Bien, on appelle ça une taxe sur le carbone pour protéger l'environnement. Mais une taxe, Madame la Présidente, c'est une taxe. L'argent qu'on va chercher dans les poches des gens, ben c'est de l'argent que ces gens-là n'ont pas pour eux-mêmes prendre des décisions par rapport à leur budget, pour eux-mêmes prendre des décisions sur les gestes qu'ils vont faire pour protéger l'environnement. On leur enlève les moyens d'agir. Donc, Madame la Présidente, si j'en reviens encore à mon exemple sur les petits déficits qui sont rendus maintenant des grands déficits, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui, quand on demande au ministère des Finances de nous fournir des détails concernant les coûts réels pour les familles canadiennes de la nouvelle stratégie fédérale de tarification du carbone, bien, on comprend pourquoi ces chiffres nous arrivent caviardés. On comprend pourquoi ces chiffres-là n'ont absolument pour eux aucun intérêt. Pourquoi ces gens-là n'ont aucun intérêt à dévoiler ces chiffres-là? Parce qu'ils savent pertinemment bien que les gens vont être choqués et insultés par l'ampleur des chiffres et des coûts pour les familles. Et ça se répercute évidemment dans l'industrie du transport. Vous savez, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu le projet de loi C-49 qui a été déposé, qui va permettre aux compagnies étrangères d'avoir une plus grande participation dans l'actionnariat des compagnies aériennes. On a des entreprises ici qui tardent, non pas qui tardent, mais qui tentent d'offrir des transports le plus abordables possible. On a eu l'occasion très récemment de voir dans les médias que les coûts des transports régionaux, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, avaient des différences de prix marquées. Bref, les transporteurs aériens, notamment, s'inquiètent beaucoup de la compétition qu'ils auront à subir des compagnies étrangères, particulièrement pour les grands vols, par rapport à la taxe sur le carbone qu'eux auront à payer sur leur carburant. Et ça, je l'ai entendu ici, je l'ai entendu lors de rencontres qu'on a eues avec des représentants des compagnies. Est-ce que, par le fait même,
on va nuire à notre entreprise, à toutes les compagnies aériennes? Je pense que c'est une question qui est bonne d'être posée. Et la question qu'on veut poser à la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques sur cette option-là, sur les transports aériens, c'est quels sont les impacts? Est-ce que vous avez analysé les impacts de la tarification du carbone dans le secteur des transports? Est-ce que vous avez uniquement regardé, bon, il y a tant de produits qui est vendu, tant de carbone qui est généré, donc on va taxer, ça va produire tant de revenus, et qu'on n'a pas regardé quels pouvaient être les impacts sur la compétitivité des entreprises. On n'a pas regardé quels pouvaient être les impacts sur l'accessibilité au transport aérien pour les Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour y parvenir. Madame la Présidente, est-ce qu'on a regardé les effets sur eux? Est-ce qu'on a regardé les effets sur leur portefeuille et sur les compagnies aériennes? La même chose pour les compagnies de transport, les compagnies de Mr. Bertol, could I excuse me for just a moment? If I... Un moment, permettez-moi d'interrompre. Nous avons ici des gens qui sont là pour nous parler des budgets supplémentaires des dépenses. Peut-on s'arrêter un moment pour soit libérer les témoignages ou de composer avec ces budgets supplémentaires des dépenses et ensuite reprendre le débat si vous souhaitez prendre le reste de la rencontre pour nous entretenir de la tarification du carbone. Je ne crois pas que nos témoins, si vous n'avez pas l'intention de vous arrêter, aient à rester. Si vous voulez donc vous attaquer au budget supplémentaire des dépenses, on pourra les garder. Pour discuter, Okay. là, pour comprendre, là, Madame la Présidente, ce que vous demandez, je vais mettre mon oreillette parce que j'ai peut-être manqué un petit bout. Vous me demandez si on peut dire aux témoins qu'ils peuvent s'en aller et qu'ils perdent la chance d'écouter mon excellent discours. Ou pouvez-vous juste me redire exactement ce que vous voulez qu'on fasse? My suggestion is... Ce que je suggère, Monsieur Bertol, puisque apparemment vous en avez long à dire, nous avons des témoins ici présents qui ne semblent pas avoir l'occasion de répondre à nos questions. Donc, si le comité le souhaite, nous pourrions mettre aux voix les budgets supplémentaires des dépenses, ce qui nous permettrait de libérer nos témoins et nous pourrions revenir. Vous avez encore la parole, donc vous pourriez donc à nouveau avoir la parole. Les budgets supplémentaires des dépenses seront automatiquement approuvés si on ne fait rien, mais nous sommes en présence de témoins. Il me semble que nous pourrions prendre quelques minutes pour poser des questions si nous en avons. Sinon, à titre de courtoisie envers nos témoins, nous devrions les libérer dès maintenant. Madame la Présidente, je peux juste faire un parallèle où j'aimerais comprendre. Là, dans le fond, tout à l'heure, on a voulu continuer la motion de M. Reyes parce qu'on voulait avoir un vote sur cette motion-là, un vote qui n'avait jamais eu lieu. Donc, vous n'avez pas permis qu'on passe à la motion de M. Reyes. Mais là, maintenant, vous me demandez de mettre fin à ma motion pour permettre de passer à un vote. Je pense que c'est vous comprenez, là? Certainly, I don't want you to close. Non, je veux bien vous entendre jusqu'à 14 heures. Je ne vous demande pas de vous arrêter, mais à titre de courtoisie envers nos témoins, nous sommes saisis des budgets supplémentaires des dépenses. Si personne ne veut leur poser des questions, je pense que je peux permettre aux témoins de nous quitter pour qu'on ne prenne pas plus de leur temps avec d'autres questions qui n'ont rien à voir avec la raison de leur présence. Donc, si j'ai la permission, oui. Je crois juste qu'il faut dire qu'on débat cette motion parce qu'on n'a pas eu le droit de débattre de la motion sur la Banque d'infrastructure. Je pense que c'est important que les gens le sachent. Et contrairement à ce qu'on a pu laisser entendre, ce que les gens peuvent penser, là, on est très, très, très intéressés à la présence des témoins. On est très intéressés. On a des questions sur les supplémentaires. J'aurais voulu parler avec Katsa des budgets parce qu'on avait de très, très bonnes questions qui auraient pu être tout à fait
pertinent dans le dossier de l'étude sur la sécurité aérienne qu'on est en train de faire en ce moment, Madame la Présidente. Mais sincèrement, je pense que ce serait pas... je voudrais pas que ce soit interprété que nous ne voulons pas parler avec les témoins. C'est tout à fait le contraire. On souhaite parler avec les témoins, mais on n'aime pas, comme opposition, se faire bâillonner comme on l'a été la dernière fois quand on a voulu parler de la motion sur la banque d'infrastructure et qu'à la première occasion, les députés du côté gouvernemental ont décidé d'ajourner le débat. Quand on a voulu parler de ça, les gens ont voulu faire ça. Donc, on doit protéger nos droits comme opposition. Et je pense que les gens qui sont ici sont assez habitués de l'affaire publique, qui savent qu'on a un rôle à jouer comme opposition et que malheureusement, on a dû profiter de cette occasion-là ce matin parce qu'on n'a pas pu justement faire le vote sur la motion de mon collègue parce qu'on n'a pas eu la permission. D'ailleurs, il va falloir que je comprenne exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça. Donc, Madame la Présidente, moi, si vous voulez laisser aller les témoins, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Pour ce qui est de voter sur les estimés, bien, on pourra le faire. On pourra le faire à la fin de l'intervention. J'ai pas de problème. Thank you very much, Mr. Berthold. Merci beaucoup, Monsieur Berthold. Donc, je vais remercier les témoins qui sont présents ici, ceux qui sont en téléconférence. Je m'excuse, mais donc nous étions heureux de votre présence et voilà donc. Mais je dois apporter une précision envers M. Reyes. Nous avions prévu la journée, les 2 heures le jeudi, le 16, pour s'adresser aux questions portant sur la banque d'infrastructure. Nous avions un bloc de 2 heures. Le jeudi suivant, nous avions déjà les experts en aviation de présent et le vendredi, le comité des finances voulait des réponses et on nous a dit que nous pouvions proposer quelques amendements pour les transmettre au comité des finances. Donc, tout ce que nous avions comme temps, c'était ce jeudi-là, M. Reyes. Bon, on s'est un peu mélangé dans les dates et dans les avis. Je m'excuse suite à ces erreurs administratives. Mais nous ne pouvions pas revenir pour discuter de la banque d'infrastructure. Être capable de répondre à votre commentaire. Vous avez peut-être fait une erreur de date dans vos envois administratifs, mais vous avez écrit au président du comité des finances que le comité n'avait aucune recommandation à faire et vous n'avez jamais posé la question ici. J'avais une recommandation à faire, je l'avais entre les mains, je l'ai emmené le jeudi avec moi, je l'ai même fait parvenir par la suite parce que c'était ma seule occasion de le faire parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans le comité où ça aurait dû se faire là, même si la date... Je peux-tu finir de parler? Peux-tu arrêter de m'interrompre pendant 2 minutes parce que je pense que c'est à cause en partie d'eux autres que j'ai pas eu la chance de faire mon débat et d'avoir un vote sur ma motion. Je pense qu'en ce moment, là, en termes d'arrogance, là, c'est pas ici que ça se passe. Merci, Madame la Présidente. Okay, but Mr. Reyes. Monsieur Reyes, avec tout le respect que je vous dois, vous auriez dû proposer ces amendements le jeudi quand les gens étaient présents et que nous avions 2 heures pour discuter de la banque d'infrastructure. On avait donc prévu 2 heures pour que le comité, que vous en particulier, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, la question de la date sur la lettre, c'était une erreur administrative, mais ça n'a rien changé. Cela n'a pas miné votre capacité de soumettre vos modifications que vous aviez. Donc, ce n'est pas que nous ayons été menottés individuellement. Donc, je m'excuse de cette erreur administrative. Madame la Présidente, je crois que ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Quand on demande à un comité de se pencher sur un projet de loi, un examen clause par clause, je suppose qu'on va faire comme pour tout autre projet de loi qui est renvoyé au comité. Donc, de prétendre que les comités peuvent envoyer leurs recommandations au ministre des Finances quand une question a été renvoyée à un comité permanent, on pourrait apporter des modifications à un projet de loi
qui est de notre ressort et on ne le fera pas individuellement, on le fait à titre de comité. Et je crois que la structure informelle qu'a mis de l'avant ce comité, les 2 clauses qui nous ont été renvoyées par le comité des finances. Et puis, on est arrivé ici et puis on apprend qu'une lettre a été transmise, à savoir que nous n'avions rien à dire et nous n'avions pas été consultés. Ce sont donc les choses qui font en sorte que ce comité est dysfonctionnel. Je ne crois pas que le comité est dysfonctionnel. Je sais que vous ne le croyez pas, Madame la Présidente, mais c'est une clause qui nous a été renvoyée par le ministère des Finances au comité permanent des finances et le comité permanent des finances a renvoyé cela à divers comités pour savoir s'ils avaient une contribution à y apporter. On a demandé à nos membres, entre autres, M. Reas, c'était à l'ordre du jour et on a réservé 2 heures. Non, le comité, non, justement, nous n'avons jamais eu voix au chapitre quant au temps que nous allions pouvoir investir à cette question. Mais nous n'avions que 2 rencontres et le vendredi, il nous fallait répondre au comité des finances. Mais nous n'avons pas eu voix au chapitre pour l'établissement du programme. Oui, et soit dit en passant, on est censé en ce moment discuter des questions à l'ordre du jour. Monsieur Robin. Mon latin, je voudrais savoir de quoi on parle. J'entends une discussion sur la lettre, j'entends une discussion sur le temps qui était supposément réservé au comité pour parler de la banque d'infrastructure. Il y a une discussion en cours sur la motion de Mme Bloch. Où sommes-nous? Il semblerait que tous les sujets puissent être traités en même temps. Il me semble qu'on s'égare sérieusement. Well, I think so, because... Oui. C'est une question dont nous sommes saisis, remarquez. Il nous faudra revenir à M. Berthold. Bon, en ce moment, c'est une séance ouverte. Nous étions censés ensuite de passer à huis clos pour s'occuper des travaux du comité. Que voulez-vous faire? M. Berthold, vous avez la parole. Vous pouvez poursuivre jusqu'à 13 heures si vous le souhaitez. Mais il faudra que vous continuiez d'intervenir sur la motion qui a été mise de l'avant par Mme Bloch. Ce serait peut-être pertinent pour faciliter les 3 dernières semaines qui nous restent, que nous allions en comité business, qu'on prenne notre rencontre, qu'on discute des affaires du comité. Moi, je pense que j'aurais pas d'opposition à ce qu'on en discute. Je pense qu'on a une discussion qu'on doit absolument avoir pour nous aider à ce que les prochaines rencontres aillent bien. Donc, moi, personnellement, Madame la Présidente, quoique j'ai encore des choses très intéressantes à dire sur la tarification sur le carbone, je pense que je serais d'accord à ce qu'on aille, en tout cas moi, à cesser de parler sur cette motion. Je ne sais pas si mes autres collègues, ceux qui ont demandé la parole, vont vouloir prendre la parole, mais moi, je suis d'accord pour prendre sur moi d'arrêter d'en parler pour qu'on puisse passer aux affaires du comité. The next speaker that we have... Alors, le prochain intervenant est M. Iacono pour parler de la motion de Mme Bloch. Je propose que le débat soit ajourné et qu'on mette la motion aux voix. C'est pour cette raison qu'on fait toujours ça. M. Iacono propose donc qu'on ajourne le débat. Tous ceux qui sont en faveur, contre. Donc, c'est adopté. Nous revenons donc maintenant aux travaux du comité. Ou plutôt, est-ce qu'on veut mettre le budget supplémentaire des dépenses aux voix ou... Si vous me permettez. Non, mais là, il y a eu un vote. Okay. Oui. Il y a eu un vote. Il y a eu sur l'ajournement, c'est tout. OK. I will now go on to moving the supplementary. Je vais maintenant mettre le budget supplémentaire des dépenses aux voix, conformément à l'article 108.2. Juste, point d'ordre. Juste, votre demande était qu'on ajourne et qu'on passe tout de suite aux affaires du comité comme il était passé midi.
vous avez jamais mentionné que vous vouliez qu'on procède au vote. Et pour moi, là, c'est pas du tout la même I chose. Là. just asked about, will we go forth? J'ai seulement demandé si vous vouliez qu'on se penche sur le budget supplémentaire des dépenses avant de passer aux travaux du comité. Est-ce que le comité est d'accord pour qu'on mette aux voix le budget supplémentaire des dépenses? Oui? Alors, conformément à l'article 81.5 du règlement, le comité va maintenant mettre le budget supplémentaire des dépenses à 2017-2018 aux voix. Crédit 1A sur la rubrique Administration canadienne de sûreté du transport aérien, crédit 1A sur la rubrique Marine Atlantique SCC, crédit 1A, 5A et 20A sur la rubrique Ministère des Transports et crédit 1A sur la rubrique Via Rail Canada, renvoyé au comité. Est-ce que j'ai votre permission pour qu'on mette tous les crédits aux voix dans une même motion? Les crédits sur la rubrique Administration canadienne sur le transport aérien est adopté. Dois-je faire rapport de ces crédits, de ces votes à la Chambre? Merci. Très bien, nous allons maintenant passer aux travaux du comité et nous allons le faire à huis clos. Est-ce qu'il est nécessaire de passer à huis clos ou est-ce qu'on peut poursuivre en public? Eh bien, c'est selon la volonté du comité. Qu'est-ce que vous proposez? Une séance publique? Alors, tous ceux qui sont en faveur d'une séance publique? Très bien. Alors, ce qui était prévu pour la première demi-heure, c'était les travaux du comité. Pour la deuxième demi-heure, c'était les instructions pour la rédaction d'un projet de rapport sur l'étude de la sécurité aérienne. Donc, jeudi, on devait inviter les aéroports de Montréal pour la première heure, comme vous l'aviez suggéré, M. Berthold. Donc, ça sera pour la première heure jeudi. Merci beaucoup. Je suis très heureuse qu'on ait pu s'entendre là-dessus. Donc, la première demi-heure, il nous reste 50 minutes pour parler des travaux du comité. We have outstanding. Je voudrais dire ce qui va nous être... Je voudrais parler de ce qui va nous être renvoyé ou ce qu'il faut encore régler. Il y a la motion de M. Bertina sur la qualité de l'eau. Il faut donner une réponse avant le 1er décembre. Il y a un projet de rapport sur l'infrastructure préparé par notre analyste dont nous n'avons pas examiné cela. Alors, on peut attendre à l'automne, si vous le voulez, ou prendre une décision selon ce que le comité souhaite faire sur ces deux questions. Pour ce qui est des projets de loi, à un moment donné, nous aurons le S2 qui nous sera renvoyé, le C48 et le C49. Ce sont là les projets de loi qui nous seront renvoyés, en plus de toutes les autres questions sur lesquelles nous aimerions nous pencher. Alors, nous devrions voir ce que nous allons faire avec le C49. C'est un projet de loi très important, étant donné qu'il a une incidence sur le C30. Donc, il faut régler cette question. Comment est-ce qu'on va s'y prendre avec dans ce qui concerne ces projets de loi? Donc, je lance la discussion. Monsieur Baldwin. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Je crois comprendre que le leader veut qu'on discute du C49 d'après les commentaires faits par les deux comités et l'opposition à la Chambre des communes pour ce qui est de la deuxième lecture et renvoyer cela à notre comité avant l'ajournement d'été. Et en fait, Madame la Présidente, si cela se produit, je propose alors que notre comité se rencontre avant le retour, la rentrée parlementaire à l'automne, sur le C49 pour accélérer les choses, étant donné ce que j'ai entendu, les témoignages également et les observations faites par l'opposition à la Chambre des communes. Madame la Présidente, cela nous donnerait l'occasion de tenir des séances avec les intervenants et de examiner cette question. Et l'opposition a dit qu'il était nécessaire de
traiter de cette question étant donné du C30. Donc, encore une fois, je propose, et je pense que cela pourrait accélérer le processus pour les agriculteurs et d'autres qui, je pense que cela leur assurait le service auquel ils s'attendent. Le C49 inclut également un certain nombre d'autres mesures importantes. Un régime également des droits des voyageurs passagers aériens. Et nous devrions entendre ceux qui seront touchés de façon importante par ces mesures. Donc, je lance la discussion et peut-être qu'on pourra en parler plus tard, car c'est une question qu'il faudra régler assez rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Reyes. Présidente, je voudrais déposer une motion en ce moment qui se lirait comme suit, que le comité réserve un minimum d'une autre rencontre complète sur le dossier de la Banque d'infrastructure et qu'elle invite l'ancien président de la Banque de développement du Canada à venir nous parler du sujet. Donc, et ensuite, j'aimerais pouvoir parler de ma motion, s'il vous plaît. So that's a new motion, Mr. Reyes. C'est une nouvelle motion? De toute manière, on m'a dit que je ne peux pas en parler. Donc oui, j'en redépose une nouvelle. Et je suis content que ça se fasse en plus à micro et à caméra ouverte, grâce à mon collègue en face. That's fine. We're quite pleased. C'est très bien. Nous sommes très heureux de poursuivre la discussion publique. Donc, vous avez donné préavis de cette motion. Nous pourrons y répondre dans les 48 heures. Ou plutôt, nous pencher sur une motion dans les 88 heures, à moins que j'ai le consentement unanime pour qu'on se penche sur cette motion immédiatement. On peut débattre, on peut passer la motion immédiatement sans préavis, à moins que je me trompe. La greffière pourrait me corriger. You need to give, Mr. Reyes, we need 40. Monsieur Reyes, nous avons besoin d'un préavis de 48 heures pour toute motion. Et la seule façon de faire cela, ce serait d'avoir le consentement unanime du comité. La seule façon de se pencher sur cette motion maintenant serait d'avoir le consentement unanime. D'avoir la possibilité de pouvoir déposer ma motion tout de suite. Sinon, j'aimerais qu'elle soit remise pour dans 48 heures. And just a verbal, because we don't have it in both languages, we have. Nous n'avons pas la motion dans les deux langues, mais bon, est-ce que M. Reyes a le consentement unanime pour qu'il puisse présenter sa motion? Très bien. De ce côté-ci? Non. Alors, vous n'avez pas le consentement unanime, M. Reyes. Mais vous pourrez présenter cette motion lors de la prochaine séance. Madame Bloch. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce que je ferais, moi, je pense, alors, serait de revenir à ce que proposait M. Badawies concernant le C-49. Je veux que ce soit bien clair. Est-ce qu'il propose que les mesures dans le C-49 devaient prendre fin il y a 1 an et on a prolongé car nous devions entreprendre une étude sur le C-30 et présenter des recommandations au ministre. Nous avons donc entrepris cette étude en septembre 2016 et vous avez fait rapport de nos conclusions à la Chambre et vous avez présenté les recommandations du comité à ce moment-là. Le ministre a donc reçu nos recommandations concernant les mesures contenues dans le C-30. Donc, ce que M. Badawi propose, c'est que, étant donné que l'échéancier est très serré, on devrait, étant donné ces mesures de temporisation, il faudrait entreprendre l'étude de ce projet de loi à l'été. Peut-être tenir des consultations avec les intervenants. Et ce que nous voulions faire lorsque nous avons déposé le rapport, on aurait dû le faire lorsque nous avons déposé le rapport. Et ce qui arrive, c'est qu'on demande maintenant aux membres du comité d'envisager des rencontres pendant l'été pour accélérer l'étude du C-49, ce qui, en fait, n'aura aucune incidence sur
l'examen des mesures contenues dans le C-30 parce que ce projet de loi ne sera pas adopté avant l'automne. Est-ce bien cela? Le projet de loi C-49 ne pourra pas être adopté avant la rentrée parlementaire, mais pour pouvoir faire un peu de travail préalable. Donc, la rentrée parlementaire devrait se faire à la fin de septembre. On n'aura que 2 semaines pour examiner quelque chose d'aussi important, alors que ça devrait nous prendre jusqu'au mois de décembre. Oui, mais que pensez-vous qu'ils vont faire entre le 1er août et le moment où le projet de loi pourrait être adopté en octobre ou en novembre, de toute façon? Eh bien, c'est qu'on veut pouvoir présenter le C-49, examiner le C-49 avant septembre pour pouvoir consacrer 25 à 30 heures d'audience, de témoins. Donc, nous pourrions entendre la plupart de ces témoins sur le C-49 avant que la Chambre ne reprenne ses travaux. Et à ce moment-là, nous serons prêts, le comité pourrait être prêt à procéder à l'examen, à l'étude article par article. Donc, pour qu'on soit bien clair, ce que vous demandez au comité, c'est qu'il prolonge ses travaux pendant l'été pour se pencher sur ce projet de loi afin d'aider le gouvernement à adopter un projet de loi à l'automne. C'est ce que M. Badawi propose. Il y a des éléments du C-30 dont il faut tenir compte, mais c'est au comité. Oui, mais ces mesures, ces éléments, le projet de loi prend fin le 1er août. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces questions délicates le 1er août ou au moment où le projet de loi sera adopté? Eh bien, si on a entendu le plus grand nombre de témoins possible, lorsque la Chambre reprendra ses travaux, nous pourrons passer immédiatement à l'étude article par article et adopter le projet de loi. Car les gens qui seront les plus touchés sont ceux qui ont des préoccupations concernant le C-30 et cette question, ce seront les agriculteurs. Donc, il s'agit de faire avancer les choses. On sait comment les choses fonctionnent. Ça ne fonctionne pas toujours aussi rapidement qu'on le veut. Mais ce que me propose M. Badawi, c'est que dans l'intérêt du comité, on pourrait réserver 3 ou 4 jours en septembre avant la rentrée parlementaire pour entendre des témoins. C'est ce qui est proposé ici. Encore une fois, Madame la Présidente, je dirais tout simplement que si on se préoccupe des questions plus délicates au sujet de cet projet de loi qui prend fin, eh bien, il faudrait que on ait présenté le projet de loi de façon beaucoup plus opportune et qu'on ait pu régler ces questions avant que ce projet de loi ne prenne fin, que ces mesures ne prennent fin. Encore une fois, on demande à l'opposition d'aller au-delà de ce que le gouvernement au pouvoir a fait pour faire son travail, parce qu'il n'a pas considéré que ce projet de loi méritait d'être examiné avant que prennent fin ces mesures le 1er août. Eh bien, je ne voudrais pas qu'on fasse de politicaillerie dans cette discussion. Mais essentiellement, le ministre a en fait effectivement pris le temps, depuis la dernière fois qu'on en a parlé, pris le temps d'avoir un dialogue et des consultations avec les intervenants. Nous en sommes à un moment où nous estimons qu'après ce dialogue et cette discussion, le leader à la Chambre a dit qu'elle aimerait déposer ce projet de loi en Chambre au moment opportun. Donc, le comité et Mme Bloch sont intéressés à régler cette question. Ce que je propose, Madame la Présidente, c'est que, en fait, nous avons un choix. Nous avons le choix de respecter le calendrier en place entre cette session et la session d'automne. Et
Ce que je tente de faire, moi, c'est d'examiner cette question plus tôt, de revenir de nos circonscriptions pendant l'été. Je pense qu'on est censé revenir vers le 18 septembre, mais on pourrait revenir une semaine plus tôt à Ottawa pour nous remettre au travail. Et en ce faisant, cela pourrait accélérer l'étude du C-49 et alléger certaines préoccupations des intervenants comme celle des agriculteurs, notamment. Monsieur Berthaud. Madame la Présidente, je pense qu'il n'y a pas personne qui a demandé au ministre d'attendre jusqu'en juin pour déposer cette législation-là en Chambre, une législation qui est quand même assez volumineuse. On le sait, c'est 49, là, c'est un bill omnibus. On a de tout pour tous les goûts dans ça, incluant les mesures concernant le transport par grain. Puis je pense que le comité, ici, on avait fait un excellent travail. On avait fait des choses, on avait fait un beau travail, on avait réagi rapidement et le délai entre les deux ne doit pas être imputé au travail du comité. Et jamais nous allons faire quoi que ce soit pour retarder la mise en œuvre des mesures de C-30 parce que je peux vous dire une chose, ces gens-là attendent et encore une fois, c'est pas le comité qui a décidé d'attendre en juin pour la législation et malheureusement, le gouvernement aurait pu agir d'une autre manière. Madame la Présidente, sur cette question-là, puis je pense que j'aimerais entendre aussi mon collègue vice-président du comité sur cette situation-là. On a ici, en grand comité plénier, des propositions d'agenda, des choses qui font en sorte qu'on doit se parler là. Comme ça, on apprend des choses sur le tas, on n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps de réagir, à toutes les fois, on apprend à la dernière minute. Aujourd'hui, l'horaire a changé encore à quelques reprises. Il y a une possibilité, on est les vice-présidents de comité, on est non seulement élus par nos pairs, mais on est aussi payés par la Chambre. On a un montant additionnel de payés pour qu'on puisse faire des réunions de sous-comités pour justement discuter de toutes ces situations-là d'agenda, de toutes ces propositions-là, qui fait en sorte qu'on peut aider après ça, après une réunion de sous-comité, on peut aller voir nos collègues, on peut discuter avec nos collègues. En tout cas, pour ma part, je peux discuter avec mes collègues des travaux du comité à venir. Mais puis ça fait en sorte que je pense que ce serait profitable, Madame la Présidente, qu'on recourt plus souvent aux travaux des sous-comités pour justement qu'on n'apprenne pas des intentions comme ça quand tout le comité est là, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse trouver un terrain d'entente puis qu'on puisse, après ça, faire en sorte que le comité fonctionne mieux. Ça va éviter des situations comme il est arrivé tout à l'heure. On aurait pu en sous-comité parler de la reprise du débat sur la motion de M. Reyes. On aurait pu comprendre que c'est pas possible. On aurait procédé de la bonne façon, mais malheureusement, on ne se réunit pas. Puis quand ça va bien, on n'a pas besoin. Mais là, je pense qu'on aurait besoin de se parler un petit peu plus souvent puis de se réunir plus souvent pour éviter de faire venir des témoins ici pour rien, pour éviter qu'on apprenne à la dernière minute des propositions comme celle-là qui semblent, écoutez, ce que j'ai entendu comme proposition, c'est pas sorti tout seul, là, la proposition de M. Badawi d'avoir une rencontre de comité en dehors des heures, qu'on fasse ça en dehors de la session. Là. Je pense que vous en êtes parlé. Le parti gouvernemental est au courant de cette proposition-là et vous vous apprêtez à la voter. Mais humblement, j'aimerais entendre peut-être mon collègue là-dessus. Je pense que ces rencontres-là seraient profitables pour permettre de dénouer et faciliter les travaux du comité. I have Mr. Badaway and then Mr. Aubin. Monsieur Badaway, suivi de Monsieur Aubin. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, je m'excuse, mais encore une fois, on nous a dit clairement que les agriculteurs ont dit qu'ils étaient préoccupés. Cela remonte assez longtemps. Nous en discussion déjà l'année dernière et le ministre a eu un excellent dialogue avec les intervenants, les a consultés. On a entendu clairement les préoccupations des agriculteurs de la Saskatchewan, plus particulièrement, qui ont porté la question également à l'attention de leurs députés et je suis sûre du nouveau chef de l'opposition et d'autres députés de notre comité et autres. Donc, les agriculteurs veulent une certitude à long terme et c'est pour cette raison que nous voulons mettre en place ce projet de loi. Ce que je demande au comité, c'est
de s'assurer que les droits des agriculteurs constituent une priorité. Par conséquent, examiner cette question le plus tôt possible. Oui, nous pouvons nous rencontrer. En fait, moi, je suis disponible tout l'été pour faire cela. D'autres le sont peut-être pas, mais pour moi, c'est une priorité. En fait, s'il faut se rencontrer pendant l'été et si on revient une semaine plus tôt, avant la rentrée parlementaire, en septembre, eh bien, très bien. Mais encore une fois, je veux répéter que les agriculteurs céréaliers veulent que leurs droits constituent une priorité. C'est notre intention, en fait, et c'est aussi ce que je recommande, c'est-à-dire de faire cela pour ces raisons. Encore une fois, le C-49, on veut qu'il soit adopté en deuxième lecture à la Chambre et on voudrait bien pouvoir faire cela avant la rentrée parlementaire en septembre. Et on pourra le faire si on commence à y travailler plus tôt. Et donc, on aura ce que les agriculteurs demandent. Eh bien, est-ce que c'est une motion? Non. Ce que je propose, c'est plutôt d'avoir une discussion là-dessus. Ça ne devrait pas être présenté comme une motion, car tout le monde autour de la table a dit clairement que, encore une fois, c'était une priorité. Je vais citer ce que Mme Bloch a dit en Chambre, que les céréaliers voulaient une certitude à long terme. Et c'est à nous de nous pencher sur la question et de présenter cela, de faire respecter les droits des agriculteurs et d'en faire une priorité. Donc, j'estime, Madame la Présidente, que si... En fait, c'est ce que l'opposition a dit clairement en Chambre. Je pense que l'opposition est toujours du même avis. Et nous sommes d'accord. On va essayer de se pencher sur cette question le plus tôt possible. Merci. Présidente, deux sujets. Le premier sur notre mode de travail. Sauf tout le respect que je vous dois pour les miracles que vous avez réussi à faire depuis que j'y suis. Il semble vraiment qu'on est en train de perdre tranquillement pas vite notre sens de la collégialité. Ça s'effrite d'une réunion à l'autre et évidemment, je pense que s'il y avait plus fréquemment des rencontres officielles de sous-comités, on pourrait peut-être apaiser certaines tensions et je vous le recommande fortement sans l'imposer, mais je pense qu'on devrait aller de ce sens-là. Ça nous permettrait aussi vraisemblablement de construire en bonne partie les agendas ensemble et d'éviter les surprises comme celles qu'on a vécues ce matin ou les désagréments comme ceux qu'on a vécus ce matin et dans une réunion où vous étiez malheureusement absente. Alors, je pense qu'il y a là une piste de solution pour revenir à l'essentiel de ce qu'on était. Quant au C-49, au fait de travailler l'été, quand il le faut, là n'a jamais été la question. Et quand on parle de cette priorité des agriculteurs, j'en suis. Et d'ailleurs, on se rappellera que les mesures contenues dans le C-30, la priorité ou le fer de lance des agriculteurs, c'est rendre permanent ces mesures-là et on va être heureux. Ah, j'ai de la difficulté quand la partie gouvernementale me parle d'une priorité absolue qu'il faut faire avancer le plus rapidement et qu'en même temps, on nous met ça dans un projet de loi omnibus. Alors, je sais bien que c'est pas le forum ici pour débattre et discuter de ça, mais une des solutions, si vraiment c'est une priorité, ce serait que le gouvernement sorte cette mesure-là de son projet de loi Mammouth, le C-49, et on pourrait étudier rapidement cette portion-là du projet de loi et faire en sorte que tout le monde y trouve satisfaction. Mais là, on veut un peu accélérer le processus pour un projet de loi omnibus qui touche à peu près tous les secteurs du transport, y compris celui du transport des grains et qui touche directement les agriculteurs. En fait, on pourrait faire un projet de loi, on pourrait scinder ce C-49 en plusieurs projets de loi.
Je sais que c'est certainement pas l'intention du gouvernement, mais s'il veut être, je dirais, en cohérence avec la priorité qu'il veut accorder aux agriculteurs, il me semble que la première solution, ce serait celle-là. Que le gouvernement divise le projet de loi C-49 pour ressortir les éléments qui sont reliés au C-30, qu'il mette la priorité au C-30 dans ce comité-ci et nous en serons, et on sera à la fois dans les délais, à la fois dans le respect de la priorité que souhaite le gouvernement et à la fois dans le respect du support qu'attendent les agriculteurs de notre travail. OK. Thank Merci beaucoup. Monsieur Aubin, j'apprécie votre intervention. Il nous faut toutefois encore discuter de ce que nous voulons faire avec l'étude sur l'aviation. Si les deux vice-présidents en conviennent, si vous voulez qu'on organise une rencontre de sous-comité pour en discuter, bon, on a cessé de le faire parce qu'on n'arrivait pas à coordonner nos programmes. On a pu faire ensemble, on a pu convenir ensemble de ce que nous voulions faire pour l'aviation. Donc, cela fonctionnait assez bien. Mais mon personnel va contacter les deux vice-présidents et on pourra donc discuter des travaux du comité. J'aimerais bien qu'on puisse trouver le temps pour ce faire. Mon personnel va donc communiquer avec votre personnel cet après-midi pour trouver un moment où nous pourrons commencer à prévoir nos travaux à venir à la lumière de ce qu'on vient d'entendre sur le projet de loi C-49. Il nous faut toutefois fournir des instructions pour la rédaction d'un projet de rapport sur l'aviation, sur la sécurité aérienne. Il nous reste encore une autre rencontre sur cette étude de la sécurité aérienne. On aimerait bien déposer un rapport avant que la Chambre ne lève le débat là-dessus. Donc, le comité aimerait-il prendre connaissance de tous les mémoires qui ont été soumis? Est-ce que nous devrions mettre tout cela sur le site web du comité du transport? Voulez-vous qu'on fasse cela? C'est ce qu'on a fait dans le cas d'autres études, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Mon bureau va contacter le vôtre, Madame Bloch. Étant donné qu'il nous reste encore 1 heure pour entendre des témoins sur l'étude de la sécurité aérienne, et étant donné que M. Bataway a exprimé que l'étude de C-49 est urgente, pourrions-nous reporter les instructions pour la rédaction d'un projet de rapport? Il ne nous reste que 20 minutes. Pourquoi ne pas discuter de la suggestion de mon collègue, à savoir de ventiler, de retirer les mesures portant de C-49 afin qu'on puisse nous y attaquer de façon plus ponctuelle. Pourrions-nous faire cela avec les 20 minutes qui nous restent? Est-ce quelque chose qu'on pourrait faire? Et ensuite, on pourra fournir des instructions pour la rédaction d'un projet de rapport après que nous aurons entendu les derniers témoins jeudi. Jeudi, on a prévu de finaliser nos instructions pour la rédaction du rapport sur l'étude de la sécurité aérienne. Les analystes ont déjà beaucoup de pain sur la planche afin que nous puissions faire aboutir cette étude. On ne fait que parler de prorogation dans les médias, mais je ne voudrais pas que nous perdions tout le bon travail qui a été fait pour l'étude de la sécurité si cela devait advenir. Donc, entre les vice-présidents et moi, on pourra discuter. Le gouvernement est-il prêt à ventiler le projet de loi? Je pense qu'il me faudra en faire la demande au gouvernement et obtenir leur rétroaction. Mais si je comprends bien, ça ne semble pas être possible. Mais je serai très franche et je vais aller au renseignement et vous revenir suite à mes communications avec les deux vice-présidents. Eh bien, le comité veut-il en faire la demande au ministre, à savoir de retirer les mesures qui semblent urgentes en matière de C-49?
Est-ce la volonté du comité d'en faire la demande? Je ne le sais pas encore. Je vais entendre notre prochain intervenant avant. Monsieur O'Connor. Iacono. Nous sommes de retour. Monsieur Iocano, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais intervenir sur l'instruction pour la rédaction d'un projet de rapport pour que les analystes puissent mettre main à la pâte. Voulez-vous donc intervenir là-dessus? Oui, pendant nos discussions sur la sécurité aérienne, de nombreux sujets ont été soulignés. On a donné des exemples. Nos témoins l'ont fait. Mes collègues conviendront que les sujets dont nous avons souvent entendu parler étaient les suivants: la fatigue, la formation, l'inspection et le système de gestion de la sécurité, ainsi que la sécurité aéroportuaire. Madame la Présidente, si vous me le permettez, j'aimerais parler de chacun de ces sujets afin de guider nos analystes. Pour ce qui s'agit de la fatigue, il faut reconnaître qu'il y avait deux préoccupations qui ont été articulées par les témoins. Que la proposition de Transport Canada soit fondée sur des faits scientifiques et que la préoccupation principale doit être la sécurité, que l'approche actuelle, c'est une solution unique qui inquiète certains transporteurs. Parlons de formation. En la matière, plusieurs témoins ont indiqué que la formation, que ce soit pour les inspecteurs, les pilotes ou les travailleurs spécialisés de l'aérospatiale. Is that a point of order, Mr. Berthold? En quelque sorte, oui. Parce qu'il y avait une question claire qui avait été posée par Mme Bloch au comité. On est en affaires de comité concernant la possibilité de demander. On a suspendu quelques minutes. Okay. En voyant qu'il y avait des échanges de l'autre côté, à savoir est-ce qu'il allait avoir une réponse de l'autre côté. Et là, on tombe sur un sujet qui est complètement différent. On n'a pas de réponse à cette question-là. We're supposed to be dealing with the drafting instructions. Nous sommes censés être saisis d'instructions pour la rédaction d'un projet de rapport. Je suis passé... Vous avez posé une question, mais j'avais une liste d'intervenants. Je suis revenu à la liste des intervenants. Monsieur Iocano était le prochain intervenant et il prend la parole sur ce qui l'intéresse, ce dont nous devions parler, instructions pour la rédaction des projets de rapport. Qui avait soulevé la question et vous avez demandé notre opinion. That's not a point of order, Mr. Berthold. Mr. Iacono has the floor. He's speaking. Ce n'est pas un rappel au règlement. Je redonne la parole à M. Iacono. Oui, je reviens donc au deuxième sujet, la formation. Plusieurs témoins ont indiqué que la formation, que ce soit pour les pilotes, les inspecteurs ou les travailleurs spécialisés de l'aérospatiale, est clé pour garantir un service de transport aérien sûr et sécuritaire. Nous devrions souligner les nombreuses recommandations dont nous avons été saisis en matière de formation et de sécurité. Pour ce qui s'agit du SMS, on a aussi entendu de nombreuses observations sur le SMS et comment cela pourrait améliorer la sécurité aérienne afin qu'elle ne cesse de s'améliorer au cours des années. La majorité des témoins ont convenu que tous les transporteurs devraient avoir un système de gestion de la sécurité. On s'est dit inquiet quant aux inspections, la qualité, le type d'inspection, la durée des inspections, la durée entre les inspections, les données recueillies, colligées lors des inspections, ainsi que le nombre d'inspecteurs qu'on affecte à ces inspections, bien que Transport Canada nous a dit qu'il se conformait à la réglementation en matière d'inspection. Certains semblaient avoir des doutes. Cela devrait aussi se retrouver dans notre rapport.
à savoir combien de fois mène-t-on ces inspections et quel est le nombre d'inspecteurs disponibles pour ce faire. Parlons maintenant de sécurité aéroportuaire. Tout ce que nous avons entendu pendant cette rencontre était fort rassurant. Tous les témoins partageaient la même opinion, que le système en place fonctionne correctement et j'en suis très reconnaissant parce que s'il y a eu des incidents il y a quelques semaines, c'est parce que le système en place fonctionne correctement et que toutes les agences travaillent ensemble, il faut le souligner, afin de rendre nos aéroports sécuritaires. Bon. Ce n'est jamais assez. Il nous faut toujours être proactifs quand on parle de sécurité aéroportuaire. Et on a aussi entendu parler du financement de l'AXTA. C'était un autre critère. Nous anticipons entendre les observations du service de police de la Ville de Montréal. Je crois que cela permettra aux analystes de bien orienter la rédaction d'un projet de rapport. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres observations sur les instructions pour la rédaction? Monsieur Aubin, c'était votre étude. J'ai failli perdre un point d'ordre, alors je vous pose la question maintenant que j'ai le droit de parole. Est-ce que dans les instructions qu'on donne aux analystes, on peut se permettre une tendance ou une opinion? Moi, je suis assez d'accord que le rapport devrait être thématique en fonction des différentes problématiques qui ont été abordées, mais qu'on devrait laisser le soin aux analystes de faire le premier jet et de ne pas tout de suite, dans les instructions qu'on donne, y aller avec les conclusions. Quand j'entends mon collègue dire que tous les témoins étaient d'accord que le système de gestion de sécurité, c'était merveilleux. Personnellement, j'ai des bémols et je ne veux pas qu'on commence à faire le débat. J'imagine que cette discussion-là, on l'aura autour du rapport, mais que dans les instructions qu'on donne, on devrait se garder une petite gêne. Et... No, just... It should be in camera right now. Okay, just a second, Mr. Un petit moment. Avez-vous terminé, Monsieur Aubin? Non, j'allais dire justement que ça fait partie de l'ensemble des procédures que j'ai peine à comprendre dans ce comité-là, et je voudrais bien comprendre celle-là. Quand on donne des instructions aux analystes, à mon avis, on ne donne pas de tendance de ce qu'ils devraient écrire, mais on donne nos intentions sur la forme, sur les sujets qu'on voudrait y voir abordés en fonction de ce qu'on a entendu pendant les semaines de témoignages. Alors, il me semble que c'est pour le moins délicat d'inclure dans nos propositions des conclusions avant même qu'on ait fait le travail. Il me semble que la valeur des analystes, c'est justement d'être totalement non partisan, d'être relié à aucune de nos affiliations politiques et de pouvoir garder tout au cours de nos travaux le regard le plus objectif possible sur l'ensemble des témoins qui viennent dire parfois qu'ils sont d'accord, parfois qu'ils ne sont pas d'accord, parfois qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais avec des modulations. C'est leur travail de nous revenir avec un rapport qui est le plus représentatif de ce qu'eux ont perçu dans nos travaux. Et notre travail au comité, c'est de faire ressortir les différents points. Alors, il me semble que lorsqu'on fait nos instructions, il faudrait au moins se garder une petite gêne là-dessus. Et je voulais savoir de votre part, Madame la Présidente, qu'est-ce qui est acceptable ou non dans les recommandations que l'on fait en termes de préparation au rapport? Parce que moi, je m'étais préparé que sur la forme et non pas sur le fond. Et le fond, à mon avis, sera débattu quand le rapport reviendra. Et comme tous les sujets s'entremêlent, je me permets de m'entremêler moi-même parce qu'on ne sait pas vraiment où on s'en va. Mais j'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette proposition que j'ai déposée de demander au gouvernement de scinder ce projet de loi Mammouth qui est le C-49 pour qu'on puisse donner la priorité aux travaux qui concernent les agriculteurs. Alors, encore une fois, Madame la Présidente, on a 2-3 sujets sur la table en même temps et une chatte, il ne reconnaîtrait pas ses chatons et je suis du lot. Alors... faut que je continue de parler, sinon on va passer au micro. Alors... Mais...
Et He's been so quiet today. Monsieur Aubin a été fort silencieux. Il faut quand même que je lui accorde un peu plus de temps, mais je crois que Monsieur Iacono veut apporter des précisions. Monsieur Aubin, c'est à vous de parler. je fais un peu de présomption, mais je pense que M. Iacono veut surtout passer au huis clos d'abord qu'avant amener des précautions, alors qu'on était supposé être en huis clos et que ce sont mes collègues libéraux eux-mêmes qui ont fait la proposition qu'on soit public. Alors, soyons conséquents et demeurons publics. Je pense que ce dont on est en train de traiter n'est pas un crime de lèse-majesté et on ne va pas déchirer nos chemises sur la place publique avec une tentative d'amener un peu de clarté dans nos travaux. Alors, je me permets de rappeler que je souhaite une question et comme tous nos débats ont été publics depuis cette réunion, ce serait un peu incompréhensible, j'allais mettre un autre qualificatif, mais celui-là est plus poli, ce serait un peu incompréhensible pour le public qui suit les travaux, de dire « Oups! » Au moment où arrive enfin la réponse à nos questions, tout, c'est comme si le canal disparaissait. On a tous eu cette frustration dans une série d'hockey, par exemple, où notre câbleau distributeur nous fait défaut au moment où on arrive à la fin de la troisième période et que le score est 3-3. J'ai l'impression qu'on vit exactement la même chose. J'ai aucune idée pour laquelle on pourrait justifier le passage au huis clos alors que depuis le début de nos travaux, on est public. Et il n'y a pas vraiment de gêne à discuter de ça. Les projets de loi sont publics également et les questions qu'on pose sont très claires. Des questions de procédure et une question tout aussi importante, voire plus importante encore, parce qu'elle touche au quotidien le travail de tous ces agriculteurs à travers le pays qui sont dans une espèce de no man's land, c'est l'expression qui me vient, parce que le C-49 est gigantesque et arrive tard. On s'entendra que ça semble être une caractéristique du ministre des Transports d'être très, très, très studieux et d'étudier très, très, très longtemps ces projets de loi avant d'accoucher, ce qui a probablement des vertus. Mais à partir du moment où le projet de loi est déposé, il faut aussi se donner le temps de faire le travail respectueusement en fonction des enjeux qui sont là. Et le C-49 étant à ce point volumineux, je pense que la solution, ce serait effectivement de le scinder. Je sais que ça n'appartient pas à notre comité d'avoir cette responsabilité ou cette possibilité de décider de scinder un projet de loi, mais on peut à tout le moins avoir le pouvoir de recommandation. Et plus notre recommandation sera unanime au lieu d'être majoritaire, j'imagine, plus le ministre des Transports en tiendra compte et on sera à ce moment-là capable d'agir pour les meilleurs intérêts de tous et chacun dans ce processus. Mr. Iacono? Monsieur Iacono, j'aimerais remercier mon collègue de ses observations, mais vous savez que les instructions pour la rédaction d'un projet de rapport auraient dû être faites à huis clos. Oui, mais si vous parliez d'instructions spécifiques, nous aurions dû passer à huis clos. Mais permettez-moi, j'aimerais quand même faire quelques autres interventions. Oui, c'est pour apporter des précisions, évidemment. Je ne tentais pas de recommander quoi que ce soit aux analystes. J'ai dit, nous avons entendu plusieurs témoins. J'ai aussi signalé que de nombreuses observations ont été faites sur tel ou tel sujet et très souvent, j'ai dit que cela était fondé sur ce que nous avions entendu. Donc, il n'y a pas une fois où j'ai laissé entendre que je faisais des recommandations aux analystes. Monsieur Haraway. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, j'aimerais remercier M. Aubin d'avoir lancé le processus de parler justement des instructions que nous avons à donner aux analystes. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec M. Iacono. Cela devrait être fait à huis clos, mais je crois que M. Aubin va certainement vouloir donner des conseils aux analystes. Faites votre travail et faites vos recommandations à la lumière de ce que nous avons entendu de la part des témoins. Et dans une bonne mesure, je suis d'accord avec lui. Donc, si nous devons nous attaquer maintenant aux instructions pour les analystes, j'aimerais proposer que nous passions à huis clos.
étant donné qu'il ne nous reste que 5 minutes et qu'on a prévu la deuxième heure de la rencontre de jeudi pour parler des instructions pour la rédaction d'un rapport. Si vous me le permettez, il nous reste encore 5 minutes. 5 minutes, c'est 5 minutes. On a perdu beaucoup de temps aujourd'hui, donc si on peut quand même se servir des 5 dernières minutes, j'aimerais bien que nous passions à huis clos pour profiter de ces 5 minutes et fournir des instructions pour la rédaction d'un projet de rapport. Tous en faveur de passer à huis clos pour les 5 dernières minutes afin de donner des instructions. C'est pour, contre, c'est adopté.